Imaginez qu'il ne vous reste que 8 malheureux dollars au monde. L'unique repas de votre enfant pour le lendemain. Soudain, un homme effrayant s'effondre à vos pieds dans la nuit. Tout le monde vous crie de fuir. Pourtant, vous sacrifiez vos derniers billets pour le sauver. C'est le choix impensable qu'a fait Sienna. Elle ignorait totalement qui était cet inconnu. Le lendemain à l'aube, 100 motos encerclaient sa maison. Avait-elle commis une erreur fatale ou déclenché un miracle? Restez avec moi jusqu'à la toute fin pour découvrir le dénouement bouleversant de cette histoire. Avant de continuer, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez. J'adore découvrir d'où vient ma communauté. Vous êtes prêts? C'est parti. La nuit était noire, trouée seulement par les néons blafards et grésillants d'une station-service presque déserte. Il était un peu plus de 23 heures. Sienna Clarke se tenait là, immobile sur l'asphalte froid, le regard fixé sur les quelques billets froissés qu'elle serrait dans sa paume. 8 dollars. C'était tout ce qui lui restait au monde. Ces 8 malheureux dollars, c'était le prix du petit déjeuner de sa fille, Maya, pour le lendemain matin. 8 dollars pour repousser la fin d'une enfant de 6 ans. Soudain, un bruit sourd déchira le silence. Un râle d'agonie. Sienna releva la tête. À quelques mètres d'elle, sous un lampadaire capricieux, un colosse venait de s'effondrer. Un homme immense, la soixantaine, la barbe grise en bataille et les bras couverts de tatouages, adossé à une lourde moto chromée. Il portait un blouson de cuir noir recouvert d'écussons. Le symbole de la tête de mort ne laissait aucune place au doute. Sienna savait ce que les gens disaient de ces hommes. Danger, violence, rester à l'écart. L'homme tomba lourdement sur les genoux, la main crispée sur sa poitrine. Son visage se tordit de douleur, virant au gris cendré, puis il bascula sur le dos. Ses lèvres bleuissaient. Il suffoquait. Sienna resta figée, le cœur battant à tout rompre. Son instinct de survie lui hurlait de fuir, de rentrer chez elle, de protéger sa fille. Elle n'avait pas le luxe de s'attirer des ennuis. Depuis l'encadrement de la porte de la boutique, l'employé de la station-service lui cria de ne pas s'en mêler. Il lui disait de laisser tomber, que ce genre de type n'attirait que des problèmes, qu'il était probablement sous l'emprise de quelque chose de fort. Même un client qui passait par là s'est arrêté pour lui conseiller de détourner le regard, de penser à son enfant et de tracer sa route. Détourner le regard. C'est ce que le monde entier fait tous les jours. Mais Sienna regarda cet homme mourir sur le bitume gelé, puis elle regarda ses 8 dollars. Elle repensa à sa propre grand-mère, morte d'un accident vasculaire dans la rue des années plus tôt, tout simplement parce que personne ne s'était arrêté. Elle n'allait pas laisser l'histoire se répéter. Ignorant les cris de l'employé, Sienna se précipita à l'intérieur de la boutique. Elle attrapa une bouteille d'eau et un flacon d'aspirine qu'elle jeta sur le comptoir. 6 dollars et 50 cents. Elle tendit l'argent du petit déjeuner de Maya, prit la misérable monnaie sans demander son reste et courut vers le colosse. Il respirait à peine. Elle s'agenouilla sur le sol sale, ouvrit le flacon d'une main tremblante et glissa, 2 comprimés entre les lèvres de l'homme. Elle lui murmura des mots rassurants, le suppliant de mâcher, de tenir bon, lui donnant à boire à petites gorgées. Sa grande main calleuse s'agrippa faiblement au poignet de la jeune femme. Les sirènes hurlèrent au loin, se rapprochant à toute vitesse. Presque au même moment, le rugissement d'une autre moto déchira la nuit. Un autre motard, plus jeune, se jeta de sa machine et courut vers eux, le visage décomposé par la panique. Il s'appelait Cole. Il la regarda, les yeux écarquillés d'incompréhension, réalisant qu'elle, une femme seule au milieu de la nuit, n'avait pas fui devant son frère d'armes. Les ambulanciers prirent le relais. Le diagnostic fut immédiat. Ces 2 aspirines données en venaient de lui sauver la vie. Alors que les portes de l'ambulance se refermaient, Cole, bouleversé, sortit un épais portefeuille. Il voulut lui donner de l'argent, la dédommager, la remercier de ne pas avoir détourné le regard face à un homme que la société rejette. Mais Sienna recula. Sa voix fut douce mais d'une fermeté absolue. Elle n'avait pas sauvé une vie pour de l'argent. Elle l'avait fait parce qu'un être humain avait besoin d'aide. Cole, abasourdi, rangea ses billets. Il insista tout de même pour lui glisser une petite carte blanche dans la main. Un simple numéro de téléphone orné d'une couronne ailée. Il la supplia de l'appeler le lendemain, lui assurant que cet homme, Hawk, voudrait la remercier en personne. Puis, il disparut dans la nuit. Sienna se retrouva seule sur ce parking vide, avec 1 dollar et 50 cents en poche. En marchant vers chez elle dans l'obscurité, le ventre noué par l'angoisse du lendemain, elle ignorait encore que ce choix pur et désintéressé, dicté par la seule empathie, allait bouleverser le cours de son existence à tout jamais. Pour comprendre la portée vertigineuse de ce sacrifice, il faut remonter le fil du temps, juste à l'aube de cette journée qui allait tout faire basculer.
Le réveil de Sienna avait sonné à 5 heures du matin, implacable et strident. Dans la pénombre de leur minuscule appartement aux murs décrépits, elle s'était extirpée du lit, les muscles encore lourdement endoloris par la veille. Ce quartier déshérité avait sans doute connu des jours meilleurs, mais c'était le refuge, le seul rempart qu'elle pouvait offrir à sa fille de 6 ans, Maya. Sienna s'était dirigée vers la cuisine, ses pas silencieux glissant sur le lino froid. En ouvrant le placard, le vide lui avait sauté au visage, comme une gifle silencieuse. Une boîte de céréales presque vide. Dans le réfrigérateur, un dérisoire fond de lait. Elle avait versé la dernière goutte dans le bol coloré de Maya, ajustant les portions avec la précision désespérée d'une mère qui compte les miettes. Lorsque Maya était apparue, frottant ses petits yeux ensommeillés dans son pyjama usé, Sienna lui avait offert son plus doux sourire, déposant un baiser sur le sommet de sa tête. Elle n'avait rien préparé pour elle-même. Il n'y en avait tout simplement pas assez. C'était devenu sa réalité intime, escamoter sa propre faim pour que la lumière de sa vie ne connaisse pas l'ombre du manque. L'existence de Sienna s'apparentait à celle d'une funambule marchant sans filet au-dessus du vide. Elle enchaînait 2 emplois exténuants. Les matins, elle pliait le linge d'inconnus dans une laverie bruyante pour un salaire de misère. Les soirs, elle servait des cafés et des fruitières aux chauffeurs routiers dans un restaurant de quartier, espérant glaner quelques pourboires pour survivre. Sa vieille voiture l'avait définitivement lâchée 3 semaines plus tôt, la forçant à marcher des kilomètres chaque jour. Ses baskets élimées portaient les stigmates de cette fatigue accumulée, et le trou béant sous sa semelle gauche lui faisait ressentir chaque aspérité, chaque caillou du trottoir. Et puis, il y avait les factures, ce flot incessant qui menaçait à chaque instant de la noyer. Le loyer était dû dans 3 jours, et il lui manquait cruellement $150. Le propriétaire avait déjà brandi la menace glaciale d'une expulsion. Il fallait aussi impérativement renouveler l'inhalateur pour l'asthme de Maya, $60 qu'elle ne possédait pas, sans parler de cet avis de coupure d'électricité menaçant, scotché sur la porte du frigo. Pourtant, face à cette montagne d'angoisse, Sienna ne se plaignait jamais. S'apitoyer sur son sort n'avait jamais nourri un enfant ni payé la moindre dette. Elle tenait cette force silencieuse d'une leçon précieuse, gravée dans son âme par sa défunte grand-mère. Cette femme sage lui répétait inlassablement que la gentillesse ne coûte absolument rien, et que, bien souvent, c'est la seule et unique noblesse qu'il reste à ceux qui ont tout perdu. C'est pourquoi Sienna continuait de sourire à ses clients, même lorsque ses jambes tremblaient d'épuisement. C'est pour honorer cette promesse qu'elle tenait un petit carnet de gratitude près de son lit, y notant chaque soir 3 petites joies, pour ne jamais laisser l'amertume empoisonner son cœur. Ce soir-là, dans l'arrière-salle du restaurant, après une énième journée harassante, elle avait fait ses comptes. $23 de pourboire. En soustrayant le strict nécessaire pour le loyer et le bus du lendemain, il lui restait exactement $8. Elle avait plié ses quelques billets avec un soin presque religieux, les glissant dans la poche de son manteau. 8 misérables dollars, l'ultime rempart avant la fin. C'est avec ce fardeau invisible sur les épaules qu'elle avait entamé sa longue marche nocturne, ses pas la guidant inéluctablement vers ce parking désert où un homme, rejeté de tous, luttait pour son dernier souffle. Le chemin du retour lui parut interminable. La nuit enveloppait Sienna d'un silence lourd, brisé seulement par l'écho de ses propres pas sur le bitume. Dans sa poche, il ne restait plus qu'$1.50, une somme dérisoire qui résonnait désormais comme un terrible constat d'échec. En franchissant le seuil de son appartement, le cœur serré, elle trouva Maya paisiblement endormie. Mais la réalité la rattrapa violemment à l'aube. À 5 heures du matin, face au placard désespérément vide, Sienna dut se résoudre à l'impensable. Elle partagea une vieille banane en 2 et disposa quelques biscuits secs sur une petite assiette. C'était tout ce qu'elle pouvait offrir. Maya, avec cette innocence absolue qui brise le cœur des mères, mangea ce maigre repas sans prononcer la moindre plainte, ignorant tout du sacrifice de la veille. Mais le monde extérieur, lui, n'allait pas tarder à juger. Peu après cette heure, des coups secs retentirent à la porte. C'était Madame Johnson, la matriarche du quartier, une femme dont la sévérité cachait souvent une véritable inquiétude pour leur communauté précaire. Le visage fermé, les bras croisés, elle n'y alla pas par 4 chemins. La rumeur avait déjà circulé dans les rues étroites. Elle réprimanda durement Sienna, la qualifiant d'inconsciente pour avoir secouru un membre de gang, un criminel de la pire espèce selon elle. Elle l'accusa de mettre sa propre fille en danger, l'y assénant avec une froideur tranchante que cette gentillesse naïve finirait un jour par la détruire. Ces mots, froids comme l'acier, s'infiltrèrent profondément dans l'esprit de Sienna, y semant les graines d'une angoisse tenace. Et si elle avait eu tort? Et si, en voulant faire le bien, elle avait commis la pire erreur de sa vie? Ce doute insidieux, véritable poison de l'âme, la suivit jusqu'à la laverie. Toute la matinée,
Ses mains plièrent des montagnes de vêtements de façon purement mécanique, tandis que son esprit tourmenté ressassait l'avertissement de sa voisine. L'isolement se faisait pesant, presque étouffant. Elle se retrouvait seule à porter le fardeau moral d'un acte de pure compassion que son propre entourage semblait condamner. C'est Linda, sa collègue plus âgée au regard bienveillant, qui remarqua son visage blême et ses gestes saccadés. Incapable de garder ce poids pour elle une seconde de plus, Sienna finit par tout lui confesser, l'homme mourant, les $8 sacrifiés, et maintenant la peur viscérale d'avoir attiré le malheur sur son foyer. Linda posa doucement sa main rougie par le travail sur celle de Sienna. Avec une conviction inébranlable, elle lui rappela une vérité fondamentale. Sauver la vie d'un être humain n'est jamais, au grand jamais, une erreur, peu importe l'apparence ou le passé de cet homme. Rassérénée par ce soutien inattendu, Sienna profita de sa pause pour s'isoler. Elle sortit la petite carte blanche immaculée de sa poche, celle que Cole lui avait glissée dans la main. Elle fixa longuement le logo de la couronne ailée, son cœur battant à la chamade. Ses doigts tremblaient sur l'écran fissuré de son téléphone. Poussée par une force invisible, par ce besoin viscéral d'aller au bout des choses, elle rédigea un court message pour signaler qu'elle était bien Sienna Clarke. À l'instant même où elle appuya sur envoi, ignorant la boule au ventre qui la tenaillait, son écran s'illumina presque aussitôt. Il voulait la voir. Ce jour même, le trajet en bus vers la 5e rue fut un supplice interminable. Les mains de Sienna, crispées sur l'anse de son s'accusé, refusaient de cesser de trembler. À mesure que le lourd véhicule tournait au coin de la rue, une vision à couper le souffle la figea sur son siège. Le modeste restaurant de quartier était littéralement encerclé par une marée de chrome et d'acier. Des dizaines de motos massives, étincelantes sous le soleil de l'après-midi, s'alignaient en rang parfait. Sur le trottoir, une aide d'honneur silencieuse et redoutable l'attendait. Des hommes aux carrures imposantes, barbes grises, bras couverts de tatouages, tous vêtus de ce blouson de cuir noir si lourd de réputation. L'intimidation était à son paroxysme. L'angoisse lui serrait la gorge, l'incitant violemment à rester caché, à laisser le but l'éloigner de ce cauchemar. Pourtant, puisant dans cette même force instinctive qui l'avait poussée à agir la veille, elle se leva et descendit. En s'avançant timidement sur le trottoir, elle s'attendait à subir des regards hostiles et méprisants. Au lieu de cela, l'incroyable se produisit. Chaque colosse s'effaçait respectueusement à son passage. Un homme plus âgé, aux traits burinés, souleva légèrement sa casquette. D'autres inclinèrent la tête avec une déférence presque religieuse. Lorsqu'elle poussa la lourde porte vitrée du restaurant, un silence absolu, lourd de sens, s'abattit sur la salle. L'endroit était bondé, occupé exclusivement par ces motards aux allures de hors-la-loi. Cole, un sourire bienveillant et apaisant aux lèvres, apparut depuis le fond de la salle et l'invita à avancer. À chacun de ses pas dans l'allée centrale, un miracle silencieux prenait forme. Ces hommes rudes, forgés par la rudesse de la rue, se levèrent. Un par un, dans un mouvement fluide, ils se dressèrent sur leurs pieds, créant une onde solennelle d'hommage muet. La terreur initiale de Sienna se dissipa pour laisser place à une émotion indescriptible. Il n'y avait aucune menace dans cette pièce, seulement un respect sacré d'une intensité bouleversante pour cette femme frêle qui n'avait pas reculé face à la mort d'un des leurs. Au fond du restaurant, dans un box isolé, l'attendait Hawk. Le géant semblait encore fragile, les traits tirés par l'épreuve, mais il était vivant. Il se leva péniblement pour l'accueillir. Il savait déjà tout. Cole lui avait raconté sa dignité, son refus catégorique de l'argent, ses 2 emplois exténuants et le sacrifice poignant de ses 8 derniers dollars destinés à sa petite fille. Avec une douceur infinie qui contrastait violemment avec sa carapace de cuir, Hawk fit glisser une vieille photographie sur la table usée. L'image montrait un Hawk plus jeune, souriant aux côtés d'une petite fille aux yeux pétillants de lumière. D'une voix sourde, voilée par un chagrin éternel, il y confia l'insoutenable vérité. Sa fille, Lily, avait 7 ans lorsque la leucémie avait frappé. À l'époque, il n'avait pas les moyens de la soigner. Le temps qu'il réussisse à réunir les fonds nécessaires pour les traitements, la maladie avait déjà remporté la bataille. Dans ce box exigu, 2 âmes meurtries se comprirent instantanément, unies par cette douleur universelle et la peur atroce de ne pouvoir protéger son propre enfant de la misère. En essuyant furtivement une larme, Hawk lui expliqua le serment indéfectible qu'il avait prononcé sur la tombe de son enfant. Il avait juré de consacrer le reste de sa vie à rechercher et à soutenir ceux qui font preuve d'une véritable bonté, particulièrement lorsqu'ils n'ont plus rien à donner. L'homme que le quartier condamnait comme un vulgaire criminel cachait en réalité le cœur d'un père brisé, transformant son deuil en lumière. Avant de la laisser repartir dans la fraîcheur du soir, Hawk la fixa avec une intensité bienveillante. Il lui murmura de ne pas s'effrayer de ce qui allait se produire le lendemain matin. Il lui demandait une seule chose, avoir confiance. Le lendemain matin,
Bien avant que le soleil ne parvienne à percer la grisaille habituée du quartier, un grondement sourd, semblable à un séisme mécanique, fit vibrer les murs fragiles de l'appartement. Ce n'était pas le bruit coutumier de la circulation, ni le cliquetis du bus matinal. C'était un roulement continu, profond, qui résonnait jusque dans les poitrines. Sienna bondit de son lit, le cœur enserré par un pressentiment indescriptible, et courut précipitamment vers la fenêtre. Ce qu'elle vit la laissa sans voix, pétrifiée derrière la vitre. Sa rue, d'ordinaire si morne et silencieuse, était envahie par une véritable marée d'acier et de cuir. Sans moto, rutilante et massive, avançait au pas, parfaitement alignée. Le vrombissement des moteurs s'amplifiait, étouffant tous les autres sons, annonçant une tempête imminente. La panique ne tarda pas à s'emparer du voisinage de façon fulgurante. Les portes claquèrent à la hâte, les volets se fermèrent dans un fracas métallique, et les verrous grincèrent de toutes parts. Les mères tiraient brutalement leurs enfants à l'intérieur, les yeux écarquillés par la terreur. Maya, réveillée en sursaut par ce vacarme assourdissant, accourut dans le salon et se blottit contre les jambes de sa mère, tremblante de tous ses membres. La petite fille s'agrippait à son pantalon, les larmes aux yeux, suppliant d'une voix brisée qu'on la protège. Sienna la serra contre elle, les mains moites, l'estomac noué. L'avertissement bienveillant de Hawk lui revint en mémoire, mais face à cette armée intimidante, le doute s'insinua à nouveau avec une violence inouïe. Avait-elle commis l'irréparable? Avait-elle mis la chair de sa chair en danger en voulant secourir un inconnu la nuit dernière? Rassemblant le peu de courage qui lui restait, Sienna sortit sur le perron, tenant fermement la main de sa fille. Sur le trottoir d'en face, Madame Johnson, le visage déformé par l'effroi, hurlait déjà dans le combiné de son téléphone, implorant la police d'intervenir au plus vite. Monsieur Rodriguez, un voisin d'ordinaire placide, fonça vers Sienna, la rage déformant ses traits. Sa voix couvrit presque le bruit assourdissant des moteurs alors qu'il la pointait du doigt. Il l'accusait avec virulence d'avoir attiré un gang de criminels dans leur rue, menaçant directement la vie de leur famille. Les regards hostiles de tout le pâté de maisons convergeaient vers elle, lourds de reproches. Sienna sentit le sol se dérober sous ses pieds, écrasée par une culpabilité vertigineuse. Alors que la tension menaçait de dégénérer en émeute, les moteurs se turent à l'unisson, plongeant la rue dans un silence soudain, lourd et oppressant. Les motards descendirent de leur machine sans un seul geste brusque. C'est alors que Cole s'avança calmement au centre de la chaussée. Il leva les mains en l'air, paumes ouvertes, dans un geste d'apaisement universel. Son regard chercha celui de Sienna pour la rassurer, avant de balayer la foule pétrifiée. Dans son sillage, un immense camion remorque avançait lentement, ses freins poussant un long soupir avant de s'immobiliser devant le petit immeuble. Le mystère planait, dense, presque électrique. Les voisins, muets de stupéfaction, attendaient, suspendus au moindre mouvement de ces hommes qu'ils craignaient tant. Le silence qui s'abattit sur la rue était si profond qu'on aurait pu entendre une larme toucher le sol. Rompant cette immobilité oppressante, Cole éleva la voix, une voix forte mais empreinte d'une douceur inattendue. Il déclara d'emblée qu'il n'était pas là pour semer la peur ou le chaos, bien au contraire. Face au visage toujours fermé et défiant, il révéla la véritable nature de leur présence. Ces hommes et ces femmes représentaient l'héritage de Lily, une organisation caritative entièrement dédiée au soutien des familles brisées par la maladie, la précarité ou les coups durs de l'existence. Un murmure d'incrédulité parcourut la foule crispée. Des motards aux allures de voyous transformés en philanthropes, la pilule était difficile à avaler. Mais Cole ne se laissa pas démonter et s'adressa directement à M. Rodriguez, dont les poings étaient encore serrés de colère. Il évoqua doucement le nom du cousin de ce dernier, un vétéran souffrant de graves traumatismes de guerre, dont la Fondation avait discrètement et intégralement financé la thérapie quelques années plus tôt. Le visage de Rodriguez se décomposa, passant instantanément de la fureur à la stupeur absolue. Dans la foule, une jeune mère étouffa un sanglot de surprise en réalisant, en entendant le nom de l'association, que c'étaient ces mêmes hommes qui avaient réglé la facture colossale de l'opération cardiaque de son enfant. Une autre voix, chevrotante d'émotion, s'éleva pour attester qu'ils avaient sauvé la maison de sa famille de la saisie bancaire. En l'espace de quelques secondes, le mur des certitudes s'effondrait. Ces prétendus criminels en cuir noir étaient en réalité les bienfaiteurs invisibles qui avaient maintenu leur propre communauté à flot. La lourde porte du camion s'ouvrit alors dans un grincement sonore. Hawk en descendit, la démarche encore rendue hésitante par son récent infarctus. La foule, hypnotisée, s'écarta machinalement sur son passage. Il s'avança avec une autorité tranquille et s'adressa directement aux habitants. Il leur avoua qu'il ne leur en tenait pas rigueur. Il comprenait viscéralement leur terreur face aux écussons, aux tatouages et au bruit des moteurs. Le monde est ainsi fait, ils jugent vite pour se protéger.
Mais, en se tournant vers Sienna, la voix de ce colosse brisa d'émotion. Il raconta à l'assistance que cette jeune mère n'avait pas jugé son apparence. Là où tous voyaient un paria à éviter, elle n'avait vu qu'un homme à terre, luttant pour respirer. Sans hésiter, elle s'était dépouillée des derniers deniers destinés au petit déjeuner de sa fille pour le sauver. Le poids de ces mots s'abattit sur le quartier comme une onde de grâce. Un vieil homme, résident de la rue depuis 40 ans, s'avança lentement vers le géant. Les larmes inondant ses rides, la voix chargée de contrition. Il tendit sa main à Hawk, implorant son pardon pour l'avoir jugé sur l'étoffe de son manteau et non sur la noblesse de son âme. Ce geste agit comme une étincelle sublime. Un par un, les voisins s'approchèrent, terrassés par l'humilité. Monsieur Rodriguez, la tête basse, murmura des excuses poignantes à Sienna, louant sa bravoure. Madame Johnson, le visage baigné de larmes, comprit l'ampleur de son aveuglement. La peur primaire s'était évanouie, laissant place à une communion d'une puissance inouïe, où les masses tombaient pour ne laisser briller que la vérité nue des cœurs. Alors que l'émotion étreignait encore chaque habitant de la rue, Hawk pivota lentement vers Sienna. Ses yeux, adoucis par une immense bienveillance, plongèrent dans les siens. Il lui murmura qu'elle lui avait offert une seconde chance de vivre la nuit dernière et qu'il était grand temps pour lui de lui offrir la sienne. De sa large main, il lui tendit une épaisse enveloppe immaculée. D'un geste hésitant, Sienna l'ouvrit et sentit son souffle se couper net, comme si l'air désertait brusquement ses poumons. À l'intérieur reposait un chèque libellé à son nom, d'un montant vertigineux de 25 000 $. L'esprit de la jeune femme vacilla face à ce morceau de papier irréel. C'était une véritable bouée de sauvetage qui venait percuter sa vie, balayant d'un seul coup les arriérés de loyer, les dettes écrasantes et cette terreur viscérale du lendemain. Hawk insista avec douceur, lui assurant que cet argent était à elle, sans la moindre condition, pour qu'elle et sa fille puissent enfin recommencer à respirer. Mais le colosse au cœur d'or n'avait pas terminé. Il retira de la poche de son cuir une lettre officielle à l'entête de sa fondation. D'une voix solennelle, il lui annonça qu'il lui offrait un poste de coordinatrice de proximité au sein de l'héritage de Lily. Un emploi stable, rémunéré dignement à 52 000 $ par an, avec des horaires humains et, par-dessus tout, une assurance maladie totale. Plus jamais elle n'aurait à sacrifier son propre repas pour payer l'inhalateur de Maya. Comme pour couronner ce bouleversement inouï, Hawk laissa tomber un trousseau de clés étincelant dans la paume de Sienna. Un sourire en coin, il lui expliqua qu'ils avaient racheté sa vieille voiture à la fourrière, qu'ils en avaient réparé le moteur et qu'elle l'attendait sagement au coin de la rue. Sous le poids fulgurant de cette grâce, l'armure de Sienna vola en éclats. Ses genoux cédèrent et elle s'effondra sur l'asphalte, libérant des années de privation et de fatigue dans des sanglots convulsifs et libérateurs. Maya, d'abord effrayée, se jeta dans ses bras. Mais sa mère, le visage baigné de larmes éclatantes, la serra tendrement en lui murmurant que c'étaient des larmes de pure joie. Autour d'elle, la scène se métamorphosa en un véritable ballet d'allégresse. Les moteurs des motos rugirent en une joyeuse symphonie de célébration, tandis que les lourdes portes du camion s'ouvraient en grand. L'impensable se produisit alors. Les voisins, hostiles quelques instants plus tôt, retroussèrent leurs manches pour aider les motards. Monsieur Rodriguez portait de lourds cartons d'épicerie avec l'un des bikers, pendant que Madame Johnson dirigeait joyeusement le trafic vers le petit appartement. Ensemble, ils déchargèrent un canapé douillet, une table robuste, des vêtements chauds, et surtout, un vrai lit d'enfant flambant neuf pour Maya. La peur s'était dissipée pour laisser éclore une solidarité vibrante, enveloppant Sienna d'un amour inconditionnel qu'elle pensait ne jamais mériter. À midi, le petit appartement de Sienna était devenu méconnaissable. L'espace, autrefois étouffant et marqué par la précarité, respirait désormais la chaleur d'un véritable foyer. Le vieux canapé affaissé avait disparu pour laisser place à un divan robuste aux coussins immaculés. La table bancale de la cuisine était remplacée par un bel ensemble en bois massif, prêt à accueillir des repas dignes de ce nom. Et dans la chambre, les cris d'émerveillement de Maya résonnaient. Elle sautait de joie sur un vrai lit douillet, entouré de fournitures scolaires neuves. Sienna, encore étourdie par ce miracle, se tenait au centre du salon, n'osant y croire. Hawk s'assit avec une lenteur précautionneuse sur le nouveau canapé et l'invita, d'un geste bienveillant, à prendre place à ses côtés pour aborder l'avenir. Les mains encore tremblantes, Sienna lui assura qu'elle accomplirait toutes les tâches qu'on exigerait d'elle, qu'elle souhaitait simplement se rendre utile. Hawk sourit avec une infinie douceur. Il lui expliqua que l'héritage de Lily recevait des centaines de requêtes désespérées chaque mois. Pour comprendre ces appels à l'aide, il n'avait que faire d'un simple bureaucrate. Il avait besoin d'une âme capable de regarder quelqu'un dans les yeux et d'y lire la véritable détresse. Il lui confia alors une vérité bouleversante. Toutes ces épreuves, cette terreur sourde de ne pas pouvoir nourrir son enfant,
se transformait aujourd'hui en son plus grand pouvoir. Elle possédait la légitimité absolue de la souffrance partagée. Le colosse déploya ensuite une large chemise cartonnée sur la table, dévoilant de majestueux plans d'architecte. Il lui annonça leur projet imminent, la construction d'un vaste centre communautaire sur le terrain vague du quartier. Un sanctuaire abritant une banque alimentaire, un programme de réinsertion professionnelle et une clinique médicale gratuite. En haut du document, 2 mots étaient inscrits. Maison Clark. Sienna secoua la tête, les larmes aux yeux, protestant qu'elle ne méritait pas un tel édifice. Hawke la reprit fermement, lui rappelant que donner ses ultimes ressources pour sauver la vie d'un paria justifiait amplement cet honneur. Il réitéra également la promesse vitale de son contrat. L'assurance maladie couvrirait tout, intégralement. Les inhalateurs de Maya, les urgences, sans aucune franchise. La peur de la maladie venait de s'évaporer à jamais. Il était temps d'agir. Hawke lui tendit un blouson de bénévole brodé de la couronne ailée, la sommant de trouver sur le champ une personne du quartier ayant besoin de secours. L'instinct de Sienna fut immédiat. Elle pensa à Madame Patterson, cette voisine octogénaire contrainte de sectionner ses pilules pour le cœur en 2 afin de ne pas mourir. Accompagnée de Hawke, Sienna frappa à la porte de la vieille dame. Dans ce salon exigu, après avoir écouté la détresse de la retraitée, Hawke passa un simple appel, garantissant la livraison immédiate et gratuite d'un traitement pour les 3 prochains mois. Madame Patterson, bouleversée, serra les mains de Sienna contre sa poitrine en pleurant. En recevant sa gratitude pure, la métamorphose de Sienna s'acheva. Elle n'était plus la victime d'un quotidien impitoyable, elle venait de devenir le miracle que les autres attendaient. 6 mois s'écoulèrent, porteurs d'une transformation radicale, mais cette nouvelle aube ne se leva pas sans traverser quelques violentes tempêtes. À notre époque où tout est scruté, jugé et partagé, rien ne reste secret très longtemps. Le lendemain de ce matin fatidique, une vidéo amateur, filmée clandestinement depuis une fenêtre lors de l'arrivée spectaculaire des motos, fut publiée sur Internet. En quelques heures seulement, les images firent le tour du pays, déclenchant un véritable ouragan médiatique. Cependant, l'exposition publique attire souvent l'ombre tenace du cynisme. Derrière le bouclier lâche et rassurant de leurs écrans, des milliers de personnes déversèrent un fiel gratuit, illustrant cette dureté impitoyable du monde virtuel que nous connaissons malheureusement trop bien. Les commentaires acerbes et destructeurs s'accumulèrent avec une cruauté inouïe. On criait à la mise en scène pathétique pour attirer l'attention. On accusait Sienna, cette mère de famille irréprochable, de glorifier la violence et la culture des gangs. Pour elle, qui n'avait connu jusque-là que le labeur silencieux et la dignité de l'ombre, cette méchanceté aveugle fut une épreuve terriblement douloureuse. Elle se sentit salie, doutant du sens même de son exposition. Mais ceux qui ont traversé les grandes épreuves de l'existence savent que la lumière finit toujours par percer les ténèbres. La vérité, à l'image d'un torrent longtemps contenu, finit par briser tous les barrages du mensonge. Face à l'injustice de ces attaques virtuelles, un raz-de-marée de gratitude se leva spontanément. Partout à travers le pays, les véritables bénéficiaires de la fondation sortirent du silence pour prendre farouchement la défense de Sienna. Un père de l'Ohio publia une photo de son enfant sauvé d'une maladie fatale. Une mère de Pennsylvanie raconta comment ces hommes en cuir avaient empêché la saisie de sa modeste maison. Les milliers de récits poignants balayèrent définitivement la calomnie, transformant le mépris stérile en une vague de respect absolu. Le cynisme d'Internet venait de s'écraser contre le mur inébranlable des actes réels. Pendant que cet orage numérique se dissipait, le véritable triomphe prenait forme, brique après brique, dans la réalité tangible de son quartier. Sur le terrain vague désormais défriché, les murs de la maison Clark commençaient fièrement à sortir de terre. Sienna supervisait l'avancée des travaux avec une sérénité nouvelle. Mais son œuvre essentielle restait sur le terrain, au plus près de la détresse. C'est ainsi qu'elle croisa la route de Marcus, un jeune vétéran au regard hanté, abandonné par le système et survivant péniblement dans sa vieille voiture. Sienna s'assit avec lui offrant ce même regard dénué de tout jugement qui avait jadis sauvé Hawke. Elle n'y vit pas un vagabond, mais un esprit brisé cherchant une main secourable. En l'espace de quelques semaines seulement, elle lui trouva un logement digne et l'accompagna vers un nouveau métier. Lorsqu'il revint la voir, les larmes aux yeux, un emploi en poche pour la remercier, Sienna sut définitivement que le bruit du monde n'était rien face à la majesté d'une vie relevée. Le jour de l'inauguration de la maison Clark fut béni par un soleil éclatant, chassant définitivement les ombres du passé. Devant ce majestueux bâtiment, une foule immense était rassemblée dans une harmonie inespérée. Les lourds blousons de cuir noir des motards côtoyaient les tenues du dimanche des familles du quartier, tous unis dans une même ferveur, épaule contre épaule. Avec une fierté sereine et profondément paisible, Sienna se tenait devant les grandes portes vitrées, serrant tendrement la petite main de sa fille. Ensemble,
Sous une pluie d'applaudissements nourris et de regards embués, elles coupèrent le grand ruban symbolique. Ce n'était pas simplement l'ouverture d'une fondation. C'était la naissance d'un sanctuaire, l'incarnation vivante d'un espoir qui refusait d'abdiquer face à la fatalité. Dès les premiers jours, le centre communautaire se mit à bourdonner d'une énergie vitale, devenant le cœur battant de la ville. Dans ses couloirs lumineux, la dignité reprenait majestueusement ses droits. La banque alimentaire distribuait bien plus que des repas. Elle offrait un répit, un soulagement. La clinique médicale accueillait des parents épuisés, des mères qui, comme Sienna autrefois, avaient connu l'angoisse atroce de devoir choisir entre soigner un enfant et payer une facture d'électricité. Chaque jour, les témoignages affluaient, tissant une toile de résilience bouleversante. Une mère de famille latina, les larmes de soulagement perlant sur ses joues, raconta d'une voix brisée comment le centre avait financé l'opération vitale de sa petite fille. Une jeune adolescente, brillante mais naissant ressources, trouva l'élan et l'aide nécessaires pour intégrer l'université. Même le vieil homme taciturne du bout de la rue, jadis rongé par l'isolement, y trouva un refuge chaleureux et l'assurance de ne pas perdre sa modeste demeure. C'est au milieu de ce tourbillon d'accomplissement que Sienna ressentit le besoin intime de boucler la boucle de son destin. Un soir d'automne, portée par une douce mélancolie, elle retourna sur les lieux de son propre miracle, cette même station-service. Les néons blafards grésillaient toujours dans la nuit, mais son âme, elle, était totalement métamorphosée. Avec l'accord respectueux du gérant, elle fixa discrètement une petite plaque de laiton sur le mur de briques. On pouvait y lire, gravé en lettres simples, « Ici, un petit acte de bonté a tout changé. L'héritage de Lily. » Alors qu'elle effleurait la plaque du bout des doigts, le tintement familier de la porte vitrée retentit. L'employé de nuit s'avança sur le parking. C'était ce même jeune homme qui, des mois plus tôt, lui avait hurlé de fuir et de laisser le motard mourir sur l'asphalte. Son arrogance d'antan s'était évaporée, laissant place à une profonde humilité. Il la regarda dans les yeux et confessa avoir suivi toute son histoire. La voix nouée, il lui demanda pardon pour sa lâcheté et ses préjugés, ébahi par la chaîne de bonté qu'elle avait initiée. Sienna ne ressentit aucune pointe de rancœur ni de triomphe hautain. Avec une maturité bouleversante, elle lui offrit un sourire doux, lui rappelant que nous avons tous le droit à l'erreur, tant que nous finissons par apprendre la leçon. Accorder le pardon était sa dernière victoire. En s'éloignant dans la nuit fraîche, forte de tout ce qu'elle avait accompli, Sienna savait que son âme était enfin, et pour toujours, en paix. Exactement 1 an s'était écoulé depuis cette nuit glaciale où le destin avait basculé. Pour célébrer cet anniversaire symbolique, la maison Clark avait revêtu ses habits de lumière. L'immense salle de réception résonnait de rires joyeux et d'éclats de voix chaleureux. Il y régnait une atmosphère de communion totale, presque sacrée. Les familles qui avaient retrouvé l'espoir se mêlaient naturellement aux motards en blouson de cuir, tandis que les anciens voisins méfiants partageaient désormais le pain avec ceux qu'ils redoutaient jadis. La guérison était palpable. Lorsqu'un silence respectueux s'installa enfin, Sienna s'avança vers le modeste pupitre. Dans l'assemblée, les yeux brillants de fierté de sa fille Maya rencontrèrent le regard protecteur de Hawk, adossé silencieusement au fond de la salle. La voix de Sienna s'éleva, douce mais empreinte d'une conviction inébranlable. Elle évoqua cette nuit-là, la peur paralysante et ces 8 derniers dollars qu'elle serrait dans sa main transie. Elle confessa ses doutes profonds lorsque le monde entier semblait lui hurler de détourner le regard, la prévenant qu'elle allait précipiter sa propre perte en s'occupant des affaires d'autrui. Pendant un bref instant, admirée humblement, elle avait failli les croire. Puis, balayant l'assemblée d'un regard chargé d'une infinie tendresse, elle prononça ces mots qui résonnèrent dans chaque cœur. La gentillesse n'est jamais une erreur. Même lorsqu'elle menace de vous coûter le peu qu'il vous reste, et peut-être surtout dans ce moment-là. Quelques larmes silencieuses perlèrent sur les visages de l'assistance, terrassée par la justesse de cette vérité. Alors qu'elle descendait de l'estrade sous une ovation bouleversante, une jeune femme d'une 20aine d'années s'approcha timidement. Elle s'appelait Emily. Les mains tremblantes et la voix étranglée par l'émotion, elle rappela à Sienna l'histoire de sa mère, Madame Lawson, frappée par un cancer foudroyant quelques mois plus tôt. Faute de moyens, la maladie semblait avoir scellé son sort, jusqu'à ce que la Fondation n'intervienne pour prendre en charge l'intégralité des traitements. Aujourd'hui, sa mère était en rémission totale. Les médecins parlaient d'un prodige, mais Emily savait, en serrant Sienna à en perdre le souffle, que le véritable miracle portait un visage humain. C'était l'impact majestueux et générationnel de l'altruisme pur. En sauvant une femme, Sienna avait rendu une mère à sa fille. La soirée s'achevait doucement lorsqu'une main familière se posa sur l'épaule de Sienna. C'était Madame Johnson. La vieille dame, autrefois figure de l'intransigeance et désormais l'une des bénévoles les plus dévouées du centre, l'écarta légèrement de la foule.
Les traits tirés par le poids des regrets, la matriarche offrit des excuses définitives, d'une profondeur poignante. Elle lui demanda pardon pour sa dureté passée, pour avoir laissé les préjugés aveugler son cœur au point de condamner la charité. Avec une humilité déchirante, elle remercia Sienna de ne pas l'avoir écoutée ce matin-là, reconnaissant qu'elle lui avait réappris à aimer son prochain sans condition. En effleurant tendrement la joue ridée de sa voisine, Sienna sut que la dernière blessure du passé venait de se refermer. L'amour venait définitivement de triompher de la peur. La soirée s'acheva tard dans la nuit, laissant derrière elle un sillage de joie pure. Bien qu'elle possède désormais un véhicule en parfait état de marche, Sienna choisit de rentrer à pied. Elle aimait la quiétude de ces marches nocturnes, ces instants de silence volés au tumulte du monde qui lui permettaient de mesurer le chemin parcouru. L'air était frais, vivifiant, et son âme baignait dans une paix absolue. Alors qu'elle approchait d'un croisement désert, une scène attira son regard. Assis sur le trottoir glacé, la tête enfouie dans ses mains, un jeune homme semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Il devait avoir tout juste 20 ans. Sienna s'arrêta doucement à sa hauteur et lui demanda d'une voix bienveillante s'il avait besoin d'aide. Le jeune père leva des yeux rougis par le désespoir. Sa vieille voiture venait de rendre l'âme en plein milieu de la rue et n'avait pas le moindre sou pour payer une dépanneuse. Pire encore, il ne lui restait que 20 minutes pour récupérer son petit garçon à la garderie à l'autre bout de la ville. L'angoisse de décevoir son enfant le rongeait vif. Sans une seconde d'hésitation, Sienna ouvrit son sac et en sortit un billet de $50. Elle le tendit au jeune homme. Stupéfait, il balbutia, refusant d'abord cette aumône inattendue venue d'une inconnue. Mais Sienna insista avec la douce autorité de ceux qui ont traversé les mêmes tempêtes. Elle lui ordonna de payer cette dépanneuse et d'aller chercher son fils. Devant le regard incrédule du jeune père, elle glissa une petite carte blanche ornée d'une couronne ailée dans sa main tremblante. Elle lui murmura simplement qu'il n'avait aucune dette envers elle. Sa seule obligation était de se remettre sur pied et, un jour, de passer le relais, d'aider à son tour quelqu'un dans le besoin. Les larmes inondèrent le visage du jeune homme, qui lui jura de ne jamais oublier ce geste. Sienna reprit sa route, le cœur débordant d'une lumière indescriptible. Un an plus tôt, c'était elle qui tremblait dans la nuit avec ses pauvres $8, implorant silencieusement l'univers. Aujourd'hui, elle était devenue la main tendue. Le cercle magnifique de la bonté venait de s'accomplir à nouveau, prouvant que la compassion engendre toujours plus de compassion. Et quelque part, dans l'immensité du ciel, elle savait que la petite Lily souriait. L'histoire de Sienna a commencé par un choix déchirant à $8. Elle aurait pu écouter la peur, se détourner et laisser les préjugés l'emporter. Mais elle a choisi de voir l'être humain derrière les apparences, et ce simple regard a refaçonné le monde autour d'elle. Alors, je m'adresse doucement à vous qui écoutez cette histoire aujourd'hui. Qui pouvez-vous aider? Qui a désespérément besoin de vos $8, de votre temps, ou simplement de votre bienveillance? Nous avons tous, un jour, détourné le regard ou jugé trop hâtivement une personne sur son apparence. Ne laissez plus la peur dicter votre conduite. Si ce récit a touché votre cœur, ne vous contentez pas de l'écouter, agissez. Dites-moi dans les commentaires à quel moment un acte de pure gentillesse a bouleversé votre vie. Et si vous croyez profondément à la force des secondes chances et au pouvoir d'une communauté unie, je vous invite chaleureusement à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager cette histoire autour de vous. Plus nous serons nombreux à porter ce message, plus cette chaîne de bonté grandira. Demain, sortez d'ici et soyez la Sienna de quelqu'un.